Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Télémidi change de visage. Aujourd'hui, nous vous proposons en effet une sorte de découpage un peu nouveau. Comme d'habitude, nous vous présenterons bien sûr le journal à partir de 13h, ce sera le cas dans quelques instants. Et puis, il y aura ensuite un supplément à cette édition, une sorte d'hebdomadaire, si vous voulez, qui passera en revue au fil de la semaine tous les grands sujets d'actualité et un certain nombre de dossiers dans différents domaines. Ce sera le cas tout à l'heure avec les sports. Nous parlerons aussi au fil de la semaine et en suivant, d'ailleurs les jours de la semaine, affaires, vie rurale, nous parlerons problèmes féminins, actualité jeunesse, nous parlerons aussi des livres et enfin des loisirs. Un rendez-vous donc dès aujourd'hui à partir de 13h20, nous parlerons sport, des dossiers sportifs de l'actualité de cette journée en compagnie de François-Henri de Virieux et de Patrick Chapuis. Pour l'actualité de début de semaine, que retenir aujourd'hui? Toujours le pétrole, bien sûr, avec le contrat que proposent les compagnies, et puis la reprise aujourd'hui même à Paris, la reprise des négociations franco-algériennes. Autre titre, en France, un conflit social qui agite la région nantaise, le lock-out de l'usine des Batignolles. Nous en reparlerons. Et puis une affaire qui suscite une certaine inquiétude. Il s'agit de la mort d'un petit garçon de Cambrai. Cette mort est intervenue dans la clinique de Cambrai. Pourtant, l'opération était très bénigne. Voyons tout cela dans le détail maintenant. Le pétrole tout d'abord, Maurice Werther, avec donc la reprise tout à l'heure des négociations entre la France et l'Algérie. Eh bien, c'est la reprise d'une négociation à épisodes. Elle a déjà été interrompue 4 fois entre la France et l'Algérie pour fixer le prix du pétrole que la France, pour simplifier, nous dirons, achète à l'Algérie. Les Algériens demandent une hausse très sensible, c'est normal de la part de vendeurs, surtout de vendeurs dont c'est la principale ressource. Les Algériens, vous le savez, comptent sur leur pétrole pour financer un plan d'industrialisation très ambitieux. Seulement, voilà, il n'y a pas que le pétrole, il y a aussi tout ce qu'on appelle les relations privilégiées entre la France et l'Algérie. Ainsi, la France achète du vin algérien, la France fait travailler 500 000 travailleurs algériens dont l'économie française a le plus urgent besoin, c'est vrai, mais ça rapporte aussi beaucoup d'argent au trésor algérien. La France envoie plus de 8000 coopérants, comme on dit, en Algérie. Ce sont des instituteurs, des professeurs, des médecins, des architectes qui aident l'Algérie qui a besoin de cadres. Ça sert aussi, il faut le dire, au rayonnement de la France en Algérie. Donc, si l'on veut traiter du pétrole, il faut aussi ne pas oublier le reste. Seulement, ce n'est pas tout pour ce dossier des négociations franco-algériennes qui vont reprendre tout à l'heure. Et depuis la semaine dernière, juste avant que ne reprennent ces négociations franco-algériennes, il s'est déclenché une sorte de guerre mondiale du pétrole, guerre généralisée. D'un côté, les pays producteurs, c'est-à-dire les pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, d'Amérique du Sud, se sont unis pour dire qu'ils demanderaient ensemble une augmentation du prix du pétrole. Et inversement, les pays consommateurs, l'Europe occidentale, le Japon et même les États-Unis se sont unis aussi pour mieux résister ensemble aux revendications des pays producteurs. Alors, dans ces conditions, la France, tout à l'heure, sera renforcée par la solidarité des autres pays consommateurs. On dit même qu'il est intervenu un accord qui fait que personne ne manquera de pétrole, même si les producteurs se font un peu tirer l'oreille. Seulement, il faut dire aussi qu'avec les engagements que la France a dû prendre de ne pas négocier en ordre dispersé, sa marge de manœuvre est un peu plus limitée. Deuxième titre de l'actualité, ce petit garçon que vous allez voir derrière moi dans un instant avait 16 mois, il s'appelait Jérôme Mérès, c'était le fils d'ailleurs d'un ancien footballeur bien connu des habitants de la région de Roubaix, David Mérès. Le petit Jérôme est mort, il est mort d'une façon totalement inattendue dans une clinique de Cambrai. Il s'agissait pourtant d'une opération très simple au départ, à la suite d'une petite blessure au doigt, un cendrier qui s'était cassé. Une question dans cette affaire, bien sûr, l'enfant pouvait-il supporter l'anesthésie? Enquête bien sûr de notre envoyé spécial Serge Rémy. Voici le témoignage tout d'abord des parents du petit Jérôme. À 11h30, le chirurgien m'a dit au téléphone, Monsieur Mérès, il faut absolument vous reveniez tout de suite, nous avons eu un accident avec votre fils. Vous avez donc pris la décision de faire opérer votre enfant, c'était hier Je n'ai pris aucune décision de faire opérer. Nous n'étions pas partis là pour le faire opérer, nous étions partis là pour consulter d'abord le chirurgien. Nous ne l'avons pas trouvé. Bon, on nous a dit, bon, ben écoutez, venez demain matin à 9h30, nous allons voir la question. Vous comprenez, il n'était pas de notre initiative, on ne pouvait pas... pour le voir, Écoutez, pour le montrer. Si vous êtes père, vous devez comprendre qu'on est toujours tenté de ne pas demander une opération, on est tenté de faire une plaie, de l'arranger et de voir le minimum. Donc on n'était pas là venu dans l'intention de l'opérer, on était venu voir ce qu'on pouvait faire. Ce qu'on pouvait faire, c'était tellement minime. Car on était passé par les madame médecins et de pharmaciens, donc on a pensé qu'il fallait passer au-dessus. Et alors là, la clinique, il a été décidé sans votre accord Absolument. d'opérer Absolument. immédiatement Exactement. cet enfant. Oui, ma femme est restée environ
environ une demi-heure dans la salle d'attente avec un enfant qui s'amusait, qui jouait, qui était en parfaite santé. Il faisait tout le monde et tout, incroyable. 2 personnes se sont présentées, donc... Je connais pas, un monsieur et une dame, je pense que c'est le docteur qui l'a dû faire, le chirurgien et son Mais infirmière. absolument sans aucune demande, en disant... Ils m'ont voilà, dit, on va le regarder, voilà tout ce qu'ils m'ont dit. Alors j'ai même pas demandé pour aller avec à ce moment-là, du fait qu'ils me l'ont pris, ils sont partis, hein. Ils m'ont donné ses affaires dans les bras, je suis restée. Mais au bout d'un moment, j'ai entendu mon enfant qui pleurait. Alors là, je me suis levée de la salle d'attente, je suis allée dans le couloir et on voit parmi la porte, on voit, il y a une vitre. J'ai aperçu l'enfant, on lui avait dans les bras d'une religieuse, on lui avait défait son pansement. Je voyais même le sang, hein, parce qu'il y collait un peu. Donc on lui avait défait son pansement. On l'avait donc regardé avant. On pouvait me dire ce qu'ils allaient lui faire, je suppose, hein. Mais là, non. Après, j'ai regardé, donc j'avais envie d'y aller, mais je ne pouvais pas. Elle m'a fait signe, alors, religieuse, de partir. Elle lui a l'air de dire que je gênais, quoi. C'était moi qui le faisais. Alors, je suis retournée dans la salle d'attente. Après, j'ai plus entendu pleurer. Mais ça m'a semblé long. Je suis retournée au couloir. Et là, je me suis inquiétée. J'ai vu des gens passer. J'ai demandé à un monsieur que je connaissais. J'ai dit, vous ne voulez pas aller voir au bloc? Et ce monsieur est allé voir au bloc. Et nulle part, personne ne lui disait où il était l'enfant. Et on n'a jamais dit où il était. Alors je m'inquiétais, j'ai dit, je suis devant la porte, on n'a pas pu me le prendre, qu'est-ce qui s'est passé? Jamais. Je vois le docteur Herriot au bout d'un moment qui passe. Je lui dis, docteur, enfin, vous avez fini, vous avez terminé, Jérôme? Le docteur me dit, je ne suis pas au courant, je ne sais pas, madame, expliquez-moi ce que vous... Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Il me dit, ben, je dis, oui, je suis allée chez vous hier soir, vous n'étiez pas... Alors je suis venue ce matin, on m'avait convoqué entre 9h30 et 10h pour vous montrer. Enfin, c'est une coupure, c'est tout à fait bénin, mais j'aurais pas voulu pour pas qu'il le gêne, quoi. Pour pas que ça le gêne pour lui plus tard et tout, c'est vraiment juste je pense. Mais il dit, je vais voir. Alors je dis, un monsieur vient de me dire qu'il était dans les mains de monsieur P, du docteur P. Et il dit, je vais voir. Alors il va tout au fond du bloc opératoire. Il est parvenu tout de suite. 5 minutes après, il revient, il m'attrape par le cou. Il dit, venez madame, votre enfant était fini, on ne peut plus rien faire. J'ai dit, vous me l'avez tué, docteur, vous me l'avez tué, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout, c'était fini. On comprend évidemment le drame de ces parents. Il est important toutefois d'avoir toutes les opinions dans ce genre d'affaires, notamment l'opinion des médecins qui sont les premiers concernés, ceux de la clinique de Cambrai. C'est ce qu'a fait bien sûr Serge Rémy. Il est allé voir l'un des co-directeurs, l'un des 2 directeurs de cette clinique, le docteur Timal. Il vous a expliqué ce qui s'était passé? Il y a eu un accident anesthésique qui est toujours dramatique quand il survient chez un enfant, encore plus chez un petit enfant. Est-ce que vous avez entendu la version des parents? Oui, je connais les parents, je les connais bien, les parents. Oui. Les parents disent que l'enfant n'a pas été examiné avant d'être opéré et qu'il a pratiquement été opéré contre leur gré, sans qu'ils le sachent. L'enfant a été examiné, si. Oui. Je peux pas vous... J'étais pas là, je ne peux pas vous donner les détails. Ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai dit aux parents, c'est que nous avons ici une équipe de médecin pour laquelle nous faisons très attention. Je suis ici depuis 19 ans. J'ai un associé, le docteur Herriot, qui est très connu à Cambrai et qui a des qualités professionnelles considérables et qui est très apprécié. Nous ne prenons que des remplaçants que nous connaissons bien et pour lesquels nous avons toutes les garanties. Nous avons un système d'anesthésie assez poussé puisque nous avons 2 médecins anesthésistes qui sont tous les 2 diplômés d'anesthésiologie. Vous avez un bloc de réanimation? Nous avons un système technique de réanimation qui est considérable pour une clinique privée. Nous avons au moins 4 appareils à circuit fermé, nous avons 2 respirateurs artificiels, nous avons des défibrillateurs, nous avons tout ce qu'il faut. Alors, quand je pars en voyage, pour me reposer pendant 8 jours, je m'en vais conscient d'avoir de laisser derrière moi et des conditions humaines et des conditions techniques remarquables. Mais comment expliquer cet accident alors? Vous savez qu'en matière d'anesthésie chez les petits-enfants, il arrive quelquefois, de façon très peu fréquente, mais qu'il arrive quelquefois des accidents anesthésiques. La mortalité anesthésique est maintenant tombée extrêmement bas, mais elle existe encore. Il a été anesthésié sous un masque. Ça, je ne sais pas, j'étais pas là. Je ne sais pas les conditions techniques de l'anesthésie. Enfin, il y a eu anesthésie totale. Il y a eu anesthésie générale. Anesthésie totale au lieu d'une anesthésie locale. Comment expliquez-vous cela? Mais difficile de vous donner des détails, étant donné, je vous dis que j'arrive de Paris, oui, et que j'étais pas là. Je ne peux pas vous donner plus de renseignements. Si on l'a endormi, c'est que le chirurgien, mon remplaçant en l'occurrence, a estimé qu'il était nécessaire de l'endormir. On n'endort pas par plaisir un enfant. Seulement, il est plus facile de faire une anesthésie locale à un adulte qui est calme et paisible qu'à un petit enfant. Vous savez ce que c'est qu'un petit enfant de cet âge-là? Ça bouge. Ça bouge chaque Est-ce qu'il n'est pas un peu étonnant qu'un enfant qu'on amène pour une consultation soit opéré sans l'avis des parents?
je pense que les parents... je ne sais pas si les parents ont été prévenus ou pas. Comment voulez-vous que je vous réponde? D'après eux, ils n'ont pas été prévenus. Je crois qu'il faut vraiment une autorisation paternelle écrite pour l'opération d'un enfant de cet âge. Oui, mais c'est peut-être pas à moi à vous dire ça maintenant, je n'en sais rien. Je crois que la chose sera effectivement étudiée, je pense. C'est une question que je vous posais comme ça. Voilà le dossier tel qu'il se présente en ce début de semaine. Nous avons essayé de voir les deux parties. Une affaire bien sûr très dramatique dont il faudra reparler. Troisième titre aujourd'hui de l'actualité, le lockout de Nantes. Un conflit sur les salaires, des incidents qui se multipliaient la semaine dernière à l'usine des Batignolles. Et puis finalement, la direction a décidé de fermer l'entreprise qui emploie tout de même un peu moins de 2000 personnes. Ce matin, Jean-Paul Guggen, je pense que les employés ont trouvé les portes fermées. En effet, les grilles de l'usine des Batignolles sont restées fermées ce matin. Plusieurs centaines d'ouvriers se sont néanmoins présentés devant les portes de l'usine où des meetings ont été tenus. Je vous rappelle l'origine de cette fermeture à la suite d'un débrayage décidé vendredi dernier par les syndicats CGT et CFDT de cette entreprise. Une vingtaine d'éléments a pénétré dans les locaux de la direction, y a saccagé plusieurs bureaux. On estime ce matin plusieurs dizaines de milliers de francs les dégâts. Devant cet état de choses, la direction décidait de fermer pour raisons techniques, sans toutefois interrompre les négociations qui reprendront demain mardi. Yves Goumeau a rencontré M. Bodona, le directeur de l'usine, ainsi que des délégués syndicaux. La fermeture n'a absolument pas été prise comme devant être une sanction prise en raison des exactions. La fermeture a des raisons que nous avons déjà fait connaître, des bureaux saccagés, l'outil de travail menacé de plus en plus chaque jour, la sécurité des personnes mise en danger, non assurée en tout cas. Dans quel esprit allez-vous aborder les prochaines négociations? Avez-vous d'ores et déjà des propositions à faire au syndicat? Ma première préoccupation, pour ne pas dire la seule, et c'est aussi celle de la direction générale de Creuse-Loire, c'est évidemment, bien entendu, la reprise du travail. Ça suppose aussi que cesse la menace qui pesait sur l'outil de travail avant la fermeture. Ça suppose enfin et surtout que soit garantie la sécurité des personnes. C'est là une question évidemment qui relève d'abord de la justice qui est saisie, mais les syndicats, je crois, ont aussi leur mot à dire. Vous attendiez-vous à cette décision de lockout? Après les événements de vendredi après-midi, oui. Quelles en sont les répercussions sur le plan syndical? Aucune répercussion, les travailleurs ont confiance dans les organisations syndicales. Les événements de vendredi dernier indiquent-ils que les syndicats ont perdu le contrôle de la situation, selon vous? Absolument pas. Quelle est votre position? Quelle sera votre position mardi à la reprise des négociations? Notre position sera inchangée. Il faut que la direction solutionne les revendications qui ont été déposées. À savoir? Les salaires, la mensualisation, la retraite et tous les avantages sociaux qui ont été discutés depuis pas mal de temps et non solutionnés. Le conflit des Batignolles est un conflit qui était latent depuis 68, puisque en mai 68, déjà, il a fallu la pression de l'ensemble des métallurgistes nantais pour que la direction de l'usine de Batignolles de Nantes accepte une partie des accords locaux. Vous aviez alors occupé les Batignolles. Est-ce que vous allez l'occuper cette fois? Alors à l'époque, on avait occupé les Batignolles, on n'occupera pas cette fois-ci. Oui, quelle est votre position par rapport aux incidents qui se sont déroulés vendredi dernier? Par rapport aux incidents, pour nous, on verra après le conflit, mais on n'apporte pas de jugement sur l'action des travailleurs pendant un conflit. Mais on a parlé d'éléments étrangers. Non, pour nous, c'est pas vrai. En fait, il faut retenir que les syndicats demandent l'alignement de leurs salaires sur ceux de la métallurgie nantaise au sein desquels des accords récents ont déjà été signés. La direction, elle propose, dans le cadre de l'harmonisation des salaires à l'intérieur du groupe Creuse-Loire, qui, je vous le rappelle, comporte 27 usines et 35 000 ouvriers, une augmentation aux Batignolles de Nantes de 2,03% à côté du 1er janvier. À cette augmentation et pour obtenir la parité des salaires avec la métallurgie nantaise, les syndicats demandent un nouvel ajustement de 2%. On en est là. Reprise des négociations probables demain après-midi. En attendant cet après-midi, défilé et meeting en ville à partir de 14h30. Nous suivons bien sûr pour vous cette affaire. En bref, maintenant, les autres télégrammes de la journée. Monsieur Pompidou et Madame Pompidou sont rentrés ce matin du fort de Brégançon. Au calendrier politique de la semaine, un premier rendez-vous à noter dès ce soir, et cela sur les petits écrans de la télévision française, avec armes égales. Au rendez-vous, eh bien, Olivier Guichard et François Mitterrand. Et comme d'habitude, à cette occasion, il y aura un sondage. Il y a la publication, du moins, d'un sondage de la Sofres. Un Français sur deux, selon cette estimation, est satisfait de l'éducation nationale. Gérard Nicou veut relancer le mouvement des commerçants en colère. Il précise même que la période qui précède les élections municipales constitue pour lui le bon moment pour son action.
À l'étranger, à part les affaires du pétrole, il faut noter surtout les raids américains au Nord-Vietnam. 2 rampes de missiles ont été bombardées hier. En 5 jours, il y a tout de même eu 8 raids ainsi au-delà de la zone démilitarisée. Bataille aussi au Cambodge, où les forces cambodgiennes ont repris au nord-vietnamien le col de Pichnil, une position importante puisqu'elle se trouve sur la route qui relie Phnom Penh à la côte. New York offre un visage assez particulier depuis 4 jours. Les agents de police sont en grève, même chose pour les pompiers, et ce qui explique l'image que vous voyez en ce moment, pour les éboueurs. Un fait surprenant, depuis que les 20 000 policiers sont en grève, il n'y a pas eu d'augmentation de la criminalité. Aux États-Unis, on reparle aussi du procès Manson. On en reparle parce que cette semaine, les jurés vont continuer leur délibération. On ne sait pas trop quand pourra intervenir le verdict. Il s'agit, je vous rappelle, bien sûr, de l'assassinat de Sharon Tate et de ses amis. Autre procès, celui de Benjamin Mendoza, l'homme qui avait tenté de poignarder le pape Paul VI à Manille. L'audience a été courte ce matin, suite du procès le 5 février. Une série d'incendies particulièrement dramatiques aux États-Unis et au Canada. À chaque fois, les victimes ont été des enfants. 7 personnes dans le Massachusetts, 5 enfants dans le Colorado, 7 personnes encore, dont 6 enfants à Toronto. L'espace, on n'en est pas encore aux embouteillages lunaires, mais tout de même, Lunorod a rejoint Luna 17. Toutefois, Luna 17 n'est pas en mesure de le ramener sur Terre. Rien ne va plus entre les 2 Martine Bokassa. Le président centrafricain a sans doute reconnu en définitive la 2e Martine. La première vient en effet d'être placée sous surveillance. La justice centrafricaine sera saisie pour faux et usage de faux, voire même pour espionnage. Comme d'habitude, après le week-end, il faut reparler aussi des accidents de la route. Le bilan de la route est assez lourd, on vient en prendre connaissance, mais il n'est que provisoire comme d'habitude à cette heure-ci. Il s'agit du chiffre suivant, 59 morts et 757 blessés, bilan sans doute définitif ce soir. Un accident spectaculaire la nuit dernière du côté de Saint-Dizier. Ce matin, à 1h30 en Haute-Marne, sur la voie express Vitry-le-François-Saint-Dizier, actuellement mise en sens unique en raison des barrières de dégel, cet accident a fait 4 morts et 2 blessés. Ce sont les 4 occupants de cette voiture de tourisme qui sont décédés. Leur véhicule, qui doublait un ensemble routier, a percuté de plein fouet un camion-citerne qui venait dans l'autre sens. Il s'agissait de 4 Nord-Africains qui avaient pris la fuite à l'arrivée de la police après s'être pris de querelle dans un café de Saint-Dizier avec des coreligionnaires. Avant la collision, le conducteur de la 404 avait déjà accroché une première voiture et poursuivi sa route. Les 2 chauffeurs des poids lourds, blessés à la tête, ont dû être hospitalisés à Saint-Dizier. Voilà pour l'ensemble de l'actualité. Un rendez-vous maintenant en cette fin de journal. Comme je vous l'avais dit, c'est un rendez-vous à prendre désormais chaque jour à 13h20. Aujourd'hui, les sports, Hebdo-Midi, en compagnie de François-Henri de Virieux et de Patrick Chapuis. Rendez-vous donc chaque lundi avec le sport pour Hebdo-Midi Sport, entre 13h15 et 13h20, suivant l'actualité. 2 parties dans ce supplément sportif d'Hebdo-Midi. D'abord, un point rapide des événements du week-end. Ensuite, nous feuilletterons avec vous le calendrier de la semaine à venir, de façon à vous permettre de choisir l'événement, le match que vous souhaitez suivre et auquel vous souhaitez assister. Revenons d'abord sur le week-end. Après l'événement essentiel de ce week-end, c'est-à-dire la victoire du 15 de France sur l'Écosse, Patrick Chapuis, les sélectionneurs ont déjà tourné la page. Oui, le 15 de France qui affrontera l'équipe d'Irlande le 30 janvier prochain a déjà été formé. 2 changements seulement. Pébert va remplacer Max Barrault comme demi de mêlée. Et en 3e ligne, nous aurons Kilis qui sera remplacé par Daniel Dubois. Alors, venons-en maintenant au ski. Alors, après la déroute du week-end, les choses changent un peu pour la France. Eh bien oui, les Français ont pris ce matin leur revanche, puisque à Adelboden, en Suisse, c'est Patrick Russell qui s'est classé en tête de la première manche. Voici Patrick Russell qui précède de 19 centièmes Henri Duvillard, un autre Français. Le voici, le 3e est l'Allemand de l'Ouest, Ekel Miller. Mais il reste évidemment une 2e manche tout à l'heure, dont nous suivrons les résultats avec beaucoup d'impatience. Course automobile, où en est l'affaire Beltoise? Eh bien, vous savez que le coureur automobile Jean-Pierre Beltoise doit comparaître aujourd'hui pour s'expliquer sur les circonstances de l'accident qui a coûté la vie à l'Italien Giunti aux 1000 km de Buenos Aires. Il s'agit de la procédure classique prévue par la loi argentine chaque fois qu'il y a mort d'homme dans un accident de la route. En tout cas, il est d'ores et déjà certain que Beltoise ne pourra pas participer au Grand Prix d'Argentine dimanche prochain.
Bon, maintenant, alors le programme de la semaine à venir. Eh bien, dès ce soir, au Palais des Sports, nous aurons un combat de boxe fort intéressant entre Jacques Piéchichian, que voici, c'est l'Arménien de Paris, qui affrontera Nessim Max Cohen. Nessim Max Cohen, qui est un Marocain, naturalisé français. Un peu plus tard, dans la nuit, à 1h du matin, heure française, football au Brésil, où l'équipe de France rencontre celle de Curitiba. Aubourg fera sa rentrée dans les buts. C'est la belle, c'est la belle. Oui, c'est la belle. Demain mardi, et jusqu'à jeudi, reprise du ski féminin à Montafon en Autriche. Michel Jacot à gauche, Anne-Marie Preul à droite, c'est le duel attendu. Mercredi à Antibes, en basket, match retour en basket mercredi à Antibes contre Ljubljana en quart de finale de la Coupe d'Europe des clubs. Antibes a 8 points à remonter. Jeudi à Porto Alegre, Georges Boulogne, directeur technique du football, suivra le 4e match de l'équipe de France en Amérique du Sud. Vendredi, départ du 40e rallye automobile de Monte-Carlo. Samedi, en dehors des classiques rencontres de volleyball et de basket, du karaté à Coubertin avec le match France-Grande-Bretagne, et puis un joli programme de neige et de glace, ski à Bad Gastein avec la descente homme, voici l'Américain Tyler Palmer, vainqueur hier à Saint-Moritz, du bobsleigh avec le championnat du monde de bob à 2 à Cervinia en Italie, enfin du patinage de vitesse en Hollande à Erenven avec les championnats d'Europe messieurs. On connaît bien le patinage artistique, mais le patinage de vitesse, très pratiqué dans les pays nordiques et mal connu des Français, nous vous proposons maintenant un reportage de Daniel Potra sur les patineurs français et sur leur entraînement. Avant les Jeux Olympiques de Grenoble, les championnats de France de patinage de vitesse devaient se disputer en Allemagne, pour la bonne raison qu'il n'y avait pas d'anneau de vitesse en France. Depuis 1968, cette spécialité se développe, tout en restant le parent pauvre des sports de glace. Il n'y a guère en France que 650 licenciés, dont 400 jeunes Grenoblois. L'anneau de vitesse mesure 400 mètres. Les concurrents partent 2 par 2 et ils changent de couloir à chaque tour pour bien effectuer la même distance. Dans les épreuves de sprint, les 2 bras sont balancés alternativement d'avant en arrière, sans contraction. Les mains ouvertes, souples, ne montent pas plus haut que les épaules. La position du patineur est groupée, ramassée, avec les genoux à l'aplomb de la pointe des patins. Plus les jambes sont fléchies, plus la poussée est longue et puissante. Le buste, lui, reste pratiquement horizontal. Sylvie Chevauchet, Myriam Aubert, vous vous entraînez dans la joie. C'est un plaisir pour vous de patiner? C'est très agréable comme sport. On dit que le patinage de vitesse, c'est un peu l'athlétisme sur glace. Un peu beaucoup. Moi, j'ai l'impression, alors, à vous entendre, que vous ne prenez pas comme suffisamment votre sport au sérieux, que vous pourriez faire beaucoup mieux, peut-être, hein, si vous vous entraîniez plus sérieusement. On ne veut pas devenir des colosses. Vous croyez que le sport peut déformer une jolie silhouette comme la vôtre? C'est-à-dire qu'en allant en Allemagne ou en Hollande, enfin, je sais pas, j'ai vu des photos et c'était vraiment... les filles étaient vraiment... grosse carrure, quoi. Alors vous préférez aller moins vite et rester comme vous êtes? De toute façon, je crois qu'on... Enfin, je sais pas. Je sais pas, je verrai bien hein, si je suis déformée. C'est un sport qui ne revient pas cher. Une paire de patins coûte 140 francs à peine. Serge Boquet, quelle différence y a-t-il alors entre les patins de patinage artistique, de hockey sur glace et de patinage de vitesse? Bien, le patinage artistique, c'est surtout au départ, c'est la base du patinage. Vous avez des patins qui ont une lame plus courte, quelques dents à l'avant, qui permettent d'arrêter, de pousser, et surtout une tenue de pied bien supérieure aux autres patins qui deviennent des patins plus spécialisés ensuite. Vous avez après le patin de hockey. Le patin de hockey qui est arrondi au bout, lame toujours courte, une protection à l'arrière.
une cheville moins tenue et la protection du tendon. Ça commence à devenir une spécialité. Et puis vous arrivez au patinage de vitesse avec une lame qui a une trentaine de centimètres de long, qui permet une poussée bien supérieure, mais qui demande une position tout à fait spéciale, parce que c'est une chaussure basse, il n'y a pas de possibilité de pousser avec l'avant, il faut pousser tout à fait à plat, et la cheville n'est absolument pas tenue, c'est pratiquement une pointe, une chaussure à pointe d'athlétisme. Sur les distances moyennes, dans ce que l'on peut appeler le demi-fond, seul le bras droit est utilisé, sauf dans les virages, bien sûr. C'est beau le patinage, ça paraît facile, voire. Mais rassurez-vous, au bout de quelques minutes, ça ira mieux. D'ailleurs, étant donné le faible nombre de pratiquants, le patinage de vitesse est sans doute l'un des sports où il est le plus facile d'accéder au niveau national actuellement. On peut patiner tout jeune et les distances des épreuves sont fonction de l'âge des concurrents. Les poussins sprintent sur 100 mètres et les seniors se mesurent sur 500, 1500, 5000 et 10 000 mètres. Dans les virages, il faut croiser les patins, c'est le plus difficile étant donné la longueur de la lame. La poussée se fait latéralement et le poids du corps passe d'une jambe sur l'autre sans oscillation ni déhanchement. Et les épaules restent bien perpendiculaires à la ligne de course. Martine Ivangine chez les filles et André Kuprianov chez les garçons ont été les meilleurs Français ces dernières années. Sylvie Chevauchet et Richard Tourne, que vous voyez sur 10 000 mètres, sont aujourd'hui leurs successeurs. Richard Tourne a 20 ans. Ses qualités sont réelles et il peut jouer un rôle, sur le plan international, dans 2 ou 3 ans. Pour le moment, il manque encore de résistance. Sur 10 000 mètres, la position est différente. Les bras sont derrière le dos et les mains posées sur les reins. Richard Tourne, est-ce que vous aimeriez que le patinage de vitesse soit un sport plus populaire en France? Oui, j'aimerais assez que ce soit un sport plus populaire, parce que si j'arrivais toujours à gagner, j'aurais beaucoup plus de mérite. Parce que là, je trouve qu'on n'est pas assez d'année en année. Je crois que le nombre des seniors diminue. Oui, comment expliquez-vous cela alors? Je crois que plus ça va, plus les seniors arrêtent parce qu'il faut qu'ils travaillent. Il y en a qui se marient, qui vont avoir des enfants. Alors il faut qu'ils nourrissent leur famille. C'est un sport qui ne nourrit pas son champion, le patinage. Alors il faut vraiment qu'ils abandonnent s'ils veulent. Et puis il faut travailler. Il y en a certains qui sont les études. Après les études, il y a le travail. Alors je crois que la meilleure période, c'est d'être lycéen. Mais lycéen, ça ne dure pas éternellement. Vous alors, comment conciliez-vous les études et le sport? Moi, je suis encore lycéen. Et je suis au CNT, au cours par correspondance. Oui, vous venez passer l'hiver à Grenoble alors? Oui, là je suis venu passer 3 semaines, mais après je vais en Italie, après en Hollande et après en Suède. Puis après je rentre à Paris. C'est la fin de la saison. Je recommence l'entraînement sur terre, quoi, vélo, course à pied. Le patinage de vitesse, c'est le plus beau des sports pour vous? Pour moi, oui. Je trouve, oui. C'est agréable de glisser sur un anneau de vitesse? Quand la glace est bonne, oui, parce que quand elle est mauvaise, on a du mal à glisser. Mais quand elle est lisse, comme aujourd'hui, on pousse un peu, là, ça glisse tout seul, c'est vraiment sensationnel. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon patineur? Alors, quelle qualité faut-il? Il faut d'abord savoir patiner, et puis après, il faut s'entraîner, c'est tout, je trouve. On peut commencer tout jeune? Ah oui, oui. Et alors, pour atteindre la classe internationale? Alors là, c'est plus difficile. Il faut s'entraîner encore plus, sans arrêt, même l'été. Il faut prendre quasiment pas de vacances. Et les Hollandais, les Nordiques, les Soviétiques s'entraînent combien d'heures par jour? 3 heures, je pense. Et tous les jours. Du lundi au samedi, la note vitesse de Grenoble est ainsi envahie par les scolaires. Mais le dimanche, la plupart des jeunes grenoblois préfèrent les pistes de ski. Alors, le patinage de vitesse va-t-il rester le sport de quelques-uns? Non, pas du tout, car il est possible de s'entraîner autour des patinoires normales,
et ces patinoires se multiplient actuellement en France, où il y en a désormais plus de 80. Voilà pour notre premier rendez-vous hebdo midi. Aujourd'hui les sports, demain nous parlerons de la vie rurale avec Télé Village. Il n'y a pas de dernière minute à la salle des Téléx, du moins pas pour l'instant. Nous allons faire un tour maintenant à la Bourse de Paris en compagnie de Gérard Vidalange, où je suppose d'ailleurs on doit parler beaucoup du pétrole aujourd'hui, Gérard. Beaucoup, et on est plutôt satisfait que le débat qui existait en quelque sorte uniquement entre la France et l'Algérie se soit maintenant élargi, et ce sont tous les producteurs, les pays producteurs de pétrole, donc qui vont avoir à affronter les grands États occidentaux, les grands États consommateurs de pétrole. Et aujourd'hui, il y a eu précisément une hausse de la Française des pétroles, ainsi que des pétroles d'Aquitaine. Alors le fait nouveau, c'est que pratiquement et pour la première fois, les États, les grands États soutiennent les grandes compagnies internationales qui sont toutes représentées en bourse. Et deuxièmement, c'est l'intervention pratiquement ouverte du gouvernement américain dans la discussion, dans la grande discussion qui va s'ouvrir maintenant en ce qui concerne les prix qui vont être du reste indexés sur l'inflation mondiale. Et puis enfin, il y a tout de même tout ce branle-bas de combat sur les gisements qui vont peut-être remplacer dans l'avenir les énormes gisements du Moyen-Orient. On reparle de l'Alaska. Vous savez qu'un oléoduc a été construit et maintenant on va penser à évacuer ce pétrole fabuleux de l'Alaska. On reparle de la mer du Nord et également de certains gisements le long de la côte africaine, et précisément on parlait ce matin d'une découverte au large du Congo. En ce qui concerne les pétroles d'Aquitaine, il s'agit d'une découverte au large des côtes de Libye, et les pétroles d'Aquitaine sont intéressés pour les 2/3 à cette découverte. L'autre associé, du reste une société française, la société d'État ELF. Vous voyez qu'ici, les pétroles d'Aquitaine avaient gagné 2 francs à l'ouverture et ont ensuite reperdu un peu de terrain, mais Perrier se détache, ainsi que d'autres valeurs françaises comme Pernod, comme Europe numéro 1, qui annonce ce matin des résultats très intéressants, puisque les dividendes qui seront distribués aux 30 000 actionnaires seront en augmentation, et les dirigeants même se félicitent de constater que Europe numéro 1 se tient maintenant à la première place parmi les stations de radio commerciales. Autre nouvelle, Gervais Danone précise que la progression de ces résultats ne coïncidera pas exactement à la progression du chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 24% pour l'année, ceci en raison d'un accroissement des charges salariales et également en raison de la répercussion de la hausse du prix du lait, donc pour tous les transformateurs qui travaillent à partir du lait. En ce qui concerne les opérations financières en cours, une importante opération va être lancée par les Ciments Lafarge qui lance un emprunt de 170 millions, un emprunt du reste qui va rapporter 8,75%. Les taux d'intérêt ne sont pas modifiés, alors qu'aux États-Unis, c'est encore une fois un nouveau coup de pouce qui est donné à la baisse des taux d'intérêt, car les grandes banques viennent de réduire pour leurs clients industriels et particuliers les taux d'intérêt. Donc on pense qu'en France, le mouvement maintenant devrait être accompagné et d'ici quelques semaines, les intérêts des obligations devraient baisser, mais il n'y a pas encore, bien entendu, de décision. C'était la Bourse de Paris. À vous les studios. Merci Gérard Vidalange. Télémidi est terminé. Je vous souhaite de passer une excellente journée.